les gamins ont plus de repères, ont plus rien n'a de sens, c'est ça le problème. D'ailleurs, voilà, on me demandait si tu as des frères et sœurs, alors tu le dis. J'ai 2 frères, j'ai un frère en fait qui est un peu plus jeune que moi et un autre qui est plus âgé en fait. Voilà, c'est ça, il y en a un qui est plus jeune et qui est plus âgé. Ça, et tu les avais pas informés parce que c'est que non, tu dis dans le alors livre, j'en avais un qui était en primaire en fait, qui était vraiment très qui était jeune, et l'autre qui était déjà indépendant, qui avait 18 ans quand j'ai commencé à rentrer au collège, qui était plus à la maison, et du coup bah j'ai pas eu non plus l'occasion. Mais peut-être même que si on avait, enfin j'en aurais peut-être pas parlé non plus, même si on avait été plus proches, parce que enfin j'en ai même pas parlé à mes parents quoi. C'était quelque chose de trop, je pouvais pas, j'arrivais pas à mettre des mots dessus quoi. Alors on me dit, j'ai écouté attentivement cette jeune fille, ce qu'elle a vécu et que de plus en plus de personnes vivent est la conséquence de l'effondrement des sociétés modernes, l'école ne servant plus à apprendre à vivre en collectivité mais à devenir un parfait consommateur. Oui. La loi du plus fort reprend sa place. Pour moi, je n'ai plus du tout foi en l'humanité, alors je préfère être un prédateur plutôt qu'une victime. J'ai été convoqué avec mon fils pour une histoire de ce genre. Je m'attendais à une directrice ne voulant pas faire de vagues et me conseillant de changer mon fils d'école. J'ai demandé à mon fils de sortir du bureau et j'ai menacé cette femme sans réelle intention de lui nuire, en lui faisant comprendre que son intégrité physique pourrait en pâtir si elle ne levait pas son petit doigt et si toutefois elle pensait porter plainte contre moi. Je l'ai fait sur un ton très calme et je suis sorti du bureau. J'ai pris le soin d'aller me garer devant chez elle pour la saluer le soir même. Résultat, tout s'est très bien passé pour mon fils. Ses bourreaux ont été sanctionnés et bien sensibilisé par la directrice. Si je n'étais pas un peu au courant de ce qui se passe en général, j'imagine que j'aurais suivi le mouvement. Ouais. Donc tu vois, c'est Herman qui nous dit ça. Ouais, bah, et il dit que lui, il est intervenu violemment, quoi, tu vois, justement pour faire admettre la loi de son fils. Bah ouais, mais je comprends parce que voilà, il connaît comment elle a voilà, parce qu'il a senti, comme il dit qu'on voulait un peu l'endormir, il a senti avant même l'institution qui on va mettre de côté, comme on disait tout à l'heure, c'est toi qui dérange, quoi. Tu viens parler, mais c'est toi qui dérange. Sa réaction a été efficace, hein, puisque du coup, bah voilà, son fils était, enfin voilà, c'est clair. Ouais, il faut vraiment pas se laisser faire, hein, c'est ça. C'est ça, faut pas se laisser faire. Que ce soit les parents ou les. Voilà, faut pas forcément écouter, voilà, tout ce qu'ils peuvent dire, etc. Même les conseils et tout. Enfin, ça peut être que du vent. Et effectivement, voilà, faut garder l'esprit bien libre et se dire ben voilà, on est conscient des réalités, du coup on agit en conséquence. On agit en conséquence parce que là il nous dit ça quoi, il s'est pas laissé faire, voilà. Il a dit moi non et finalement au final, c'est positif quoi, voilà, ouais, tout à fait. Ouais. Parce que sinon évidemment ils allaient endormir l'affaire, ce qui veut dire et vu comment tu nous expliques ton expérience, on peut penser que ça se dirigeait dans le même genre un peu. Oh mais votre fils c'est rien, puis l'enfant il allait continuer à souffrir pendant 3-4 ans. Voilà, donc voilà, c'est une réaction qui est légitime. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit les profs ont également des quotas de réussite à respecter. Ils laissent donc certains élèves tricher. C'est possible parce que toi tu dis qu'à un moment donné tu as été tenté par la triche, tu as triché. Ah bah moi quand j'étais au lycée je faisais que tricher en fait. Voilà, c'est-à-dire parce que j'arrivais pas à apprendre, j'arrivais plus à apprendre parce que j'arrivais pas à me concentrer. Du coup je recopiais toutes mes, enfin c'était pas efficace parce que je recopiais tous mes cours sur des feuilles doubles à l'intérieur en fait au crayon gris et après lors des contrôles je sortais ces feuilles mais je m'embrouillais, enfin c'était super compliqué quoi, donc ça me permettait pas d'avoir des meilleures notes. Mais effectivement je suis passée par là quoi, ouais c'est clair. Et personne ne s'est jamais rendu compte de rien. Hein. En même temps, j'avais pas les résultats. Pour ta mère, il voyait rien non plus. C'est ça. Ouais, alors elle a dû l'apprendre dans le livre parce que visiblement tu l'avais pas dit non plus. Non, je lui avais pas dit. Ouais. Mais ouais, c'est clair. Enfin, il y a sans doute. Enfin, il y a tellement de choses en fait qu'on sait et que qui sont pas normales quoi. Alors on me dit notre société est basée sur la compétitivité, le classement des notes à l'école, puis ensuite au travail. Tout cela crée des gens, des machines sans cœur. Voilà. Il me dit eux sont d'accord avec Darwin. Bon ça je vois pas trop le rapport Sadus, mais bon sinon le reste. Oui, le reste c'est vrai quoi. Oui, c'est ça, c'est créer des. Enfin c'est un conditionnement quoi. Tout un conditionnement, effectivement, on crée des machines. On crée des machines, quoi, des gens, des êtres qui obéissent. On va de plus en plus dans ça, quoi. C'est vraiment un conditionnement terrible, quoi. Qui va faire des petits robots qui sont pas capables. Mais c'est ce que veut la société, hein. Qui sont pas capables de réfléchir, qui sont omnubilés par le conditionnement de la télévision et tout. On va vers ça en fonçant, quoi. Des trucs comme ça. C'est pour ça que justement ceux qui vont essayer de dire ce qu'ils pensent, qui vont essayer de réagir, eux sont mal perçus et on essaye de les faire taire, en fait.
c'est classique. Ouais, c'est ça, oui, c'est ceux qui dérangent. C'est ça. En fait, ceux qui parlent, c'est ceux qui dérangent. Non, ça Ouais, fait vraiment c'est ça. penser à toutes ces affaires souvent justement de harcèlement, mais on sait aussi souvent les affaires très sensibles de pédophilie. Ouais, c'est un peu le c'est même principe, exactement celui pareil. qui en parle et C'est même impressionnant, hein. C'est lui qui va se retrouver en tôle, quoi. C'est le monde à l'envers, quoi. Ouais, mais complètement, c'est exactement pareil. Alors, l'éducation nationale est là pour formater les jeunes. L'instruction, ce sont les professeurs qui la font, et encore, quand ils ne sont pas eux-mêmes victimes de la propagande ambiante. Dans ce contexte et ce système pyramidal de l'éducation nationale et de toutes les institutions françaises, comment ne pas arriver à ce genre de dérive? C'est Attila qui te dit ça. Tout à fait. Donc ça c'est clair que... Ah bah oui, on ne peut que aller vers ça. C'est l'ambiance générale qui mène à ça. C'est global, tout à fait. Et après, on a beau faire des actions de sensibilisation, de prévention, c'est très bien. Mais comme la base est pourrie, bah forcément, ça passe partout, quoi. On me dit le conformisme est le ciment de la société, garantie de la stabilité. Ouais, c'est vrai que se conformer, parce que le silence du prof, c'est un conformisme. Ah oui, bah c'est ça, c'est... Ouais, on dit rien, on laisse passer. Et après tout, comme ils disent, à la limite, il ne se met pas les autres gens à dos. Il ne se met pas son propre établissement à dos. Parce que finalement, le prof, lui aussi, pourrait se mettre en porte-à-faux si lui prenait la défense d'une élève. C'est ça que je comprends. Si par exemple, il vient, il va voir le CPE prenant ta défense, finalement, ça pourrait lui retomber dessus, lui qui fait des histoires. Alors c'est plus facile d'être là et de dire, moi, j'ai rien à voir, je n'ai rien vu. J'ai rien vu, voilà. Comme ça, je suis pas mêlé, quoi. C'est plus simple, tout à fait, ouais. Alors... Qu'est-ce qu'on me dit aussi? Avoir un savoir et savoir l'enseigner est totalement différent. La pédagogie est un talent, un métier, un désir de transmettre à l'autre. Oui. Ouais, ça c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait que il y a presque une vocation, c'est presque un sacerdoce finalement. C'est ça, de devenir enseignant, professionnel de l'éducation. Oui, faut avoir ces qualités. C'est vraiment une vocation. Si on n'a pas cette vocation, si on fait ça que parce qu'on a les vacances scolaires, parce que du coup on profite des vacances scolaires, non, ça n'a pas de sens, quoi. C'est plus qu'un simple métier, quoi. C'est vrai. Non, c'est comme certains métiers de la santé, ceux qui travaillent en urgence, ou des trucs comme ça. C'est une vocation, sinon tu peux pas, quoi. C'est... Alors, on me dit je suis pour le retour des blouses en classe pour les garçons et les filles. Tiens, c'est vrai, ça c'est le fameux débat sur les... Parce que toi tu en parles des vêtements quand même. Et tu dis que c'est une grande différenciation, c'est la première chose que les enfants voient. C'est vrai, c'est l'apparence vestimentaire en fait, quoi. Ouais, c'est vrai que ça a une influence. Donc quelque part ça pourrait avoir du bon, les uniformes, non? C'est sûr, pourquoi pas. Au moins ça aurait le mérite de mettre tout le monde pareil. Il n'y aurait pas de prise sur le vestimentaire. Après peut-être qu'ils trouveraient d'autres choses du coup, mais pour contrer ça, oui, tout à fait. Si tout le monde était habillé pareil, il n'y aurait pas ce problème. En plus, ça éliminera aussi un peu les classes sociales parce qu'on sait qu'il y a ce truc-là aussi. Celui qui arrive avec ses chaussures toutes neuves, machin. Et puis après, il y a le problème de raquettes, évidemment. C'est vrai. C'est vrai. Ça pourrait effectivement éliminer une partie du phénomène. Une partie du phénomène, ouais. Mais beaucoup de gens sont pour, en tout cas. Le retour à l'uniforme à l'école, ça choque moins de gens. Alors... on dit que l'adolescence c'est l'âge de la rébellion. Faux, c'est l'âge de la convention. Les ados sont encore plus conformistes que les vieux. Oui. C'est Fano Pape qui dit ça. Oui, mais c'est vrai. Franchement, c'est une période où il y a un conformisme qui explose, quoi. Qui explose, oui, c'est vraiment être dans le moule. Dans le moule, et celui qui n'est pas, alors là, on le clash. En fait, c'est ce qui préfigure déjà en fait la future société, quoi. Mais d'une façon encore plus horrible, d'une façon encore plus abjecte, quoi. C'est très vrai ce qui a été dit, ouais. Ah, alors on me dit, que pense-t-elle du cours d'éducation sexuelle qui est hyper médiatisé actuellement, notamment vis-à-vis des journaux télévisés? C'est vrai qu'on nous parle beaucoup, effectivement, de ces fameux cours d'éducation sexuelle dispensés maintenant dans les collèges. Est-ce que tu crois que ça sert vraiment à quelque chose? Parce que ça c'est une question, parce qu'on parle beaucoup en ce moment aussi de la théorie du genre, des interventions de l'association LGBT qui intervient, on va dire, de façon assez récurrente dans les lycées, dans les collèges, avec parfois, il faut bien le dire, des tracts qui sont choquants. Nous, on a vu encore un article qui est sorti aujourd'hui où il y avait des tracts qui invitent à la fellation, clairement. Le tract étant intitulé "Tu suces". Alors désolé pour les enfants s'il y en a qui regardent, mais c'est pas moi, c'est l'éducation nationale qui finance ça d'ailleurs à hauteur de 76 000 €. D'ailleurs, on se demande. Et, donc,
que faire? Parce que là, il n'y a pas, quand même une intrusion là, de choses qui n'ont rien à voir avec l'école maintenant. Cette association LGBT. Là, ça semble juste complètement hallucinant, quoi. Enfin, non, mais c'est même pas imaginable, quoi. Moi, ça me laisse vraiment perplexe, quoi. Ouais. Je pense qu'il y a d'autres priorités que ça et que s'ils mettent tout focus là-dessus, c'est qu'ils ont une raison eux-mêmes et qu'ils ont quelque chose, quoi. Mais il y a un projet malsain derrière. On a l'impression qu'on veut dévergonder en fait les élèves, que l'école devrait prendre en main leur éducation sexuelle. Ça me paraît complètement aberrant. C'est déjà bien suffisamment le cas. Je trouve que déjà, honnêtement, moi, je vois les nouvelles générations, tout ça. Les jeunes n'ont même plus. Moi, ce que je constate, en fait, c'est que les jeunes, ils ont plus d'enfance. C'est-à-dire que déjà, 11 ans, ils couchent déjà avec. Ça va très très vite en fait. Et ce qui arrive aussi à des suicides très jeunes parce que les jeunes ont quasiment tout vécu en très peu de temps en fait. Quoi. Ouais. Et je pense que ça c'est une vraie problématique de la société actuelle en fait aussi. Et du coup, je pense pas qu'encourager ce type de choses soit positif. Ouais. Il y a d'autres priorités, je pense, pour le bien-être des jeunes. Alors, on me dit, j'ai 18 ans de haine, donc d'éducation nationale, et 22 ans de boulot en collège. Je vous entends parler de mes collègues harcelés, et je vous en remercie dans tous les cas. Les élèves harceleurs qu'on attrape sont sanctionnés. J'en ai fait valser un il y a 3 semaines dans mon collège. On tient 2 ou 3 conseils éducatifs par trimestre pour régler ce genre de problème-là. On bosse sur une bande de filles de 6e qui se prennent pour des princesses et mettent la misère à d'autres. C'est vrai, comme par hasard, ça fait penser à ton histoire. Ouais, quand les adultes ont les coups des franges pour exercer leur autorité dans un cadre maîtrisable, on y arrive. Ce n'est pas partout l'enfer. Merci pour cette émission. Voilà, on nous dit. Donc tu vois, c'est prof crasseux. Le nom. Heureusement que c'est pas partout l'enfer. Hein. Voilà, il n'y a aucune non plus stigmatisation. Il y a des. Moi, depuis que je fais des interventions justement en établissement scolaire, là depuis 1 an que j'ai créé mon association. Je rencontre des personnes de l'éducation nationale qui sont extraordinaires, qui sont exceptionnelles, quoi. À chaque fois, dans chaque intervention que j'ai faite, j'ai rencontré des CPE, même des infirmières scolaires, vraiment des gens qui portent en eux des valeurs et qui veulent vraiment faire au mieux pour que les jeunes soient bien dans leur établissement. Un peu comme monsieur, quoi, et ça. Heureusement, il y en a, quoi. Et heureusement, je veux dire, il y a de tout. Il y a effectivement des établissements où il y a des gens exceptionnels, quoi. Heureusement. Ouais, heureusement. Tout le monde n'est pas pourri, heureusement, ça nous laisse espoir. En tout cas, ça laisse espoir, tout à fait, oui. Sur le chat, vous ne pouvez pas en douter pour un prof. Alors on me dit, le problème du harcèlement n'a pas lieu que dans les écoles. Oui, le plus dur c'est dans la rue, bien sûr. Même en Guadeloupe. Oui, c'est Sismic qui nous dit ça, j'ai envie de dire déjà pourquoi pas Guadeloupe, hein, mais bon, mon cher Sismic, qu'est-ce que lui les Guadeloupéens, on le salue, même en Guadeloupe ou au collège, tu as un uniforme, l'apparence est super importante. Moi j'ai eu la chance que de temps en temps certaines personnes essaient de me défendre, mais 90% du temps tu es seul là-dedans, même les postes restent quoi s'ils ne vont pas jusqu'à participer. Voilà, c'est-à-dire que il dit que même en Guadeloupe, alors effectivement, l'uniforme doit être encore en place. Il y a la raison. Et donc effectivement, il dit que là-bas, même là, il y a du harcèlement. Quoi. Et quand les profs ne participent pas, ça c'est intéressant aussi comme truc, parce que effectivement, moi j'ai des témoignages aussi effectivement de jeunes qui sont des fois victimes de harcèlement de la part des autres élèves, mais des fois c'est le prof qui encourage. Qui va lui-même donner un surnom aux gamins, aux jeunes, en l'appelant, je sais pas, par exemple la jeune qui va être un peu en surpoids, bouboule, devant les autres. Alors forcément ça encourage. Là c'est terminé, ces paroles d'évangile. Le prof donne le carton blanc, allez c'est un blanc-seing, allez. C'est pas rare. C'est pas rare. Et ça, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de cette violence de certains professeurs, parce que eux aussi peuvent être les déclencheurs de violence. Là le cas que tu viens de dire, c'est ce qu'il y a de pire, c'est le prof qui donne le blanc-seing à toute la classe en disant allez-y quoi. Et ça forcément quand ça vient de l'éducation nationale c'est encore plus tabou. Le temps qu'on s'attaque à ça, ça sera pas aujourd'hui quoi. Mais effectivement, il y a un gros tabou à ce niveau-là. Et il y a énormément de destruction de la part de professeurs qui des fois contribuent au harcèlement, mais ou sinon sont très dévalorisants, très négatifs et on l'a tous vu ça, des profs qui s'acharnent un peu sur un élève. Je veux dire, moi c'est ce qui s'est passé quand j'étais en première. Je suis tombée complètement en dépression, mais justement à cause de ça, parce que ce phénomène de harcèlement avait complètement cessé quand je suis rentrée au lycée. Mais en fait, je me suis retrouvée victime des profs qui me disaient que j'arriverais jamais à rien, que je fonçais droit dans le mur, que j'aurais jamais le bac, que des paroles extrêmement négatives qui laissaient aucun espoir. Et du coup, c'était dur parce que déjà, j'avais perdu confiance en moi au collège. J'ai essayé peu à peu de la récupérer et puis là, blam quoi, et par des adultes. C'est intolérable. Pour moi, ça c'est impardonnable quoi. De la part d'adultes, c'est terrible. Ouais. Alors, on me dit.
Les rythmes scolaires français, notamment en primaire, sont les journées les plus longues d'Europe. C'est déjà du harcèlement psychologique. Avec Facebook et compagnie, les meutes se forment pour harceler le plus faible. Dénigrer les filles et garçons qui ne rentrent pas dans le moule de la mode, musique, sap, etc. Les vieux stéréotypes, ce sont d'abord les parents qui inculquent ça aux enfants. On voit bien qu'aussi l'anonymat en sorte de super pouvoir permet d'harceler les gens sur le net et dans les écoles. On emploie la peur et le chantage. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est ce qu'on disait, c'est qu'effectivement, avec ce phénomène de cyberharcèlement via les réseaux sociaux, il y a le problème de l'anonymat. C'est-à-dire que voilà, n'importe qui peut se cacher derrière n'importe quoi, on peut créer des profils. On trouve une photo sur internet, on la colle, enfin, c'est très facile en fait de créer un profil et après de déverser sa haine et toute sa cruauté sur quelqu'un, quoi. C'est complètement facilité et c'est extrêmement dur justement à contrer ça parce que ça peut, enfin voilà, dès qu'une photo est partagée, ça va très loin. Une fois qu'on a posté une photo par exemple sur Facebook, même si on la retire, elle est toujours présente. Ouais. C'est ça qu'il faut savoir aussi, c'est que les jeunes ils savent pas forcément ça. Ils vont poster une photo comme ça de manière un peu anodine. Après ils se disent ah bah non je veux pas qu'elle soit là, je veux la supprimer. En fait elle reste, elle est propriété de Facebook, enfin c'est tout dans les... Tout ce que vous mettez sur Facebook appartient à Facebook, donc on perd tout quoi, effectivement ça faut le savoir, faut être vigilant. Ouais. Alors on me dit aussi... l'adolescence est une création du XXe siècle pour servir les intérêts des marchands. En infantilisant des jeunes qui sont largement en âge de réfléchir et d'être responsables, on les réduit à des jeunes cons ignorants juste bons à consommer. Ouais, c'est... il a pas tort, Vladjo, sur cet aspect-là. C'est pas faux, hein. C'est pas faux qu'un jeune de 15 ans, a priori, il peut raisonner déjà, il a un âge de raisonner. Bah, c'est clair, franchement, mais il y a plein même à 11-12 ans. Plein de potentiel. Moi, j'ai fait des interventions auprès de primaires, des gamins de 9 ans. Ils avaient des choses d'une pertinence, ils disaient des choses. On dit la vérité sort de la bouche des enfants, mais c'était incroyable, quoi. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a une sorte de conditionnement après, comme pour anéantir le cerveau, quoi, pour t'abrutir complètement. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Quelles conséquences cela a-t-il eu sur votre scolarité au collège et plus tard? À force d'être victime de harcèlement, est-ce que vos projets scolaires et professionnels ont été atteints, voire détruits? Complètement. Alors ça, en plus t'en parles, c'est pour ça que j'ai fait la question, parce que t'en parles pas mal dans le bouquin. J'en parle complètement, effectivement. En fait, au niveau du court terme, donc ma scolarité de collège, donc je me suis retrouvée en échec scolaire avec avertissement de travail à tous les trimestres parce que j'étais incapable de me concentrer. Ouais, c'est ce que tu dis, t'arrives pas. En fait, quand t'es en cours, tu dis, voilà, ce qu'on expliquait, t'es hors toi-même, donc c'est machin. Et puis quand t'arrives chez toi, j'ai envie de passer à autre chose, quoi. Voilà, j'arrive plus. T'as envie d'oublier le collège, d'oublier l'école. Et effectivement, quand je suis rentrée après au lycée, j'avais toujours cette difficulté de concentration, je m'évadais toujours en cours alors que j'étais plus du tout victime, mais ça m'est gardé en fait. Quand on fait ça pendant 4 ans, ça se conserve. Donc du coup j'ai dû redoubler mon année de seconde, je suis passée en première, donc là j'ai été laminée par les profs, je me suis retrouvée avec des moyennes catastrophiques, 1 en physique, 5 en maths, alors j'étais en première scientifique, je me suis retrouvée complètement avec 5 de moyenne générale. Du coup j'ai changé d'établissement, je suis allée en internat à 200 km de chez moi, le seul établissement qui a bien voulu de moi, parce que les autres c'était l'année du bac, donc les statistiques ça compte vachement, du coup voilà, ils voulaient pas me prendre. Et j'ai obtenu mon bac, mais après ça a été encore compliqué après, quoi. Du point de vue professionnel, j'ai fait des cursus, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout, justement à cause de ce manque de confiance en moi et de cette grosse difficulté à me projeter dans l'avenir. Tout me paraissait montagne en fait. Les années d'études, je me sentais pas capable de les surmonter, mais après à chaque fois ça baissait en fait. 10 ans, 5 ans, 3 ans, 2 ans, dernière formation que j'ai faite c'était 1 an, j'ai réussi à aller jusqu'au bout, mais enfin je veux dire, si j'avais pas été victime de ça, j'aurais pas eu toutes ces barrières qui sont au final complètement, qui ont été créées, quoi. Ouais, parce que ça t'a vraiment détruit. Alors vraiment c'est vraiment l'impact le plus gros. De reconstruction, en ce qui me concerne, vraiment l'impact a été sur la sphère professionnelle en fait, parce que la sphère relationnelle, des fois pour certains c'est atteint, mais moi elle n'a pas été atteinte. C'est-à-dire que même si j'ai été victime de ça pendant 4 ans, ça m'a pas empêché, dès que je suis rentrée au lycée, de me réinscrire au basket en club, donc d'être entourée de jeunes de mon âge, ça m'a pas empêché ça. Et ça m'a pas empêché par la suite de faire une année en internat, de faire plein d'activités en groupe, parce que moi j'ai l'esprit collectif et que ça m'a toujours plu. Donc effectivement... Oui, c'est ce que tu dis d'ailleurs, tu dis que paradoxalement tu te sens bien dans un esprit collectif. Et malgré tout, je me suis toujours sentie bien dans le collectif, parce que c'est mes valeurs, j'aime beaucoup être avec les autres, j'ai toujours été comme ça en fait. C'est vraiment, ça peut être collège, qui est bizarre, quoi. On me dit, c'est pas aux parents de faire ce genre de travail sur la compréhension des différences, il me semble. Ouais, et c'est vrai que le rôle des parents, alors bon, toi t'es
assez critique envers ta maman quand même, on va pas se mentir. Critique, oui, il y a En fait, tu lui parles dedans, tu lui dis, maman, bon, t'essayes de la comprendre. En fait, toi, j'ai l'impression que tu fais un effort d'empathie envers elle en disant, j'essaie de comprendre. C'est ça, j'ai voulu comprendre. Pourquoi elle ne voyait pas ça, pourquoi elle ne s'est pas posé la question, quoi, en disant, mais maman, t'avais quand même des éléments sous tes yeux, pourquoi ça t'a pas fait réagir? C'était un peu ça mes interrogations, et au final, j'ai compris, parce que voilà, c'est quand on a l'empathie, on peut tout comprendre, quoi. Et j'ai compris que, qu'elle pouvait pas imaginer ça, qu'elle quand elle était petite, s'il y avait quelque chose, elle le dénonçait, enfin voilà, donc j'ai compris des choses, c'est qu'on est tous différents et on a des réactions différentes. Pour elle, si tu te taisais, c'est que ça allait. C'est ça. Je comprenais pas qu'il pouvait y avoir un traumatisme interne profond. Ouais, tout à fait, et du coup, forcément, il peut y avoir incompréhension, quoi. D'ailleurs, faudrait dire alors dans ce cas aux parents que justement de chercher à comprendre les causes, peut-être, c'est ça, donc ne pas se laisser, le silence ne veut rien dire, finalement le silence n'est pas la preuve que l'enfant se porte bien. C'est ça, au contraire, des fois. Peut-être bien au contraire. Par exemple, moi ça a été le cas pour moi, c'est-à-dire que quand je rentrais à la maison, j'étais toujours tout sourire, mais trop sourire en fait, limite quoi. C'est un sourire, ça peut vraiment cacher une grosse souffrance. Et justement, j'ai fait une intervention dans un collège dans le Var récemment, et il y a 2 jeunes qui sont venus me voir après l'intervention et qui m'ont dit Madame, je me suis complètement retrouvée dans votre témoignage et moi c'était exactement pareil. Mes parents se demandaient même pourquoi ils se sont posé la question justement parce que j'étais toujours tout sourire, quoi. Alors que ça n'allait pas du tout, et effectivement des fois comportement, il peut ne pas forcément y avoir de changement dans le comportement, quoi. Après des fois il y a des enfants qui par exemple vont exprimer ce qu'ils vivent à l'école ou au collège, vont l'exprimer par exemple en étant violents d'un coup en devenant agressifs, en étant violents avec leurs frères et sœurs, ce genre de choses. Ça peut aussi dire il y a peut-être un problème à l'école, il y a quelque chose, quoi, en tout cas qui ressort. Des enfants qui vont devenir d'un coup apathiques, avec plus envie d'aller à l'école. C'est des signes en fait qui permettent effectivement de se poser des questions sur le bien-être à l'école, quoi. Alors, attention. Alors, on me dit en mode avocat du diable, Rodolphe. Il me dit harcèlement égale principe de sélection naturelle sociale. Je te bouffe car tu ne sais pas te défendre. Doit-on conseiller aux victimes d'apprendre à se défendre? Voilà, c'est Rodolphe qui a dit ça. Effectivement, c'est comme je disais au tout début, que effectivement, si j'avais su répondre si j'avais eu les armes suffisantes pour répondre à la première attaque, je pense que ce phénomène de harcèlement n'aurait pas forcément continué en fait. Et effectivement, je pense que, ça peut être une clé d'apprendre aux élèves non seulement à se défendre moralement, mais des fois ça va même, je veux dire, moi il y a des cas de harcèlement qui se sont réglés parce que d'un coup, il y a un jeune, il était victime de harcèlement, il a craqué, physiquement il s'est défendu en fait, il n'a plus jamais été embêté, quoi. Ils ont compris que parce que il était balèze, il savait pas faire, il y en a qui pouvaient prendre un coup. C'est pas une solution parce que c'est rajouter de la violence, c'est physique, etc. Mais des fois ça va. C'est radical, voilà. C'est radical parce que c'est vrai, faut bien dire. Un garçon, on va se moquer de lui, il va taper, on va dire, l'agresseur. Tout le monde va... on va dire s'y reprendre 2 fois la prochaine fois qu'on lui fait une blague, parce que pour le coup on n'a pas envie de s'en prendre une quand même. Dans le cas auquel je pense, il a balancé le gamin dans les escaliers, il s'est retrouvé à l'hôpital quand même, quoi. Il est tombé sur le bras, je sais pas, c'est violent, quoi. Donc pour le coup, personne ne lui refera de blague encore. C'est ça, non mais c'est ça, des fois c'est vrai que ça peut aller jusqu'à là, quoi. Non, mais c'est presque compréhensible, hein, comme il dit Rodolphe, avocat du diable, mon cher Rodolphe. Alors, on me dit aussi, il faut pas perdre de vue le combat pour l'école publique. Abokoum qui dit ça, parce que depuis tout à l'heure on tape sur l'école publique. Ouais, mais c'est pas sur le principe de l'école publique qu'on manque, c'est le fonctionnement. C'est les fondements de l'école publique, tout simplement. C'est les fondements, parce qu'effectivement, il faut quand même admettre que ces histoires de harcèlement qui sont quand même légion maintenant, il faut bien le dire. Justement, qu'on disait en préambule tout à l'heure, que c'était presque tristement banal, que justement c'est ça qui était triste, de se dire que c'est tellement banalisé que ça en devient normal. C'est ça. Et on peut pas, si justement cette banalité en fait on la laisse comme ça et elle s'inscrit justement dans le cours des choses, et plus personne, donc on va laisser les enfants souffrir comme ça. Mais il y en a qui ont encore effectivement
qui dit ça en fait, qui dit que dans des établissements scolaires, que ça forge le caractère, que c'est des petites chamailleries entre ados. Mais ça va finir à Belette Fort Colombane. Il y a bien un jour un mec qui va rentrer à l'école, il va sortir sa Kalachnikov, il va arroser toute une classe et puis c'est soit ce jour-là on aura tout le monde au créneau pour nous dire ah non vous avez dit le harcèlement. Ça va être soit ce type de violence, de vengeance meurtrière, sanglante, soit des suicides quoi, voilà. Alors les suicides c'est toujours moins violent finalement parce que il y en a déjà eu, tu vois, comme tu l'as dit, il y a déjà eu des suicides, mais ça ne couvre pas les chaînes pour expliquer ah mon dieu c'est horrible, elle s'est suicidée. En revanche, si cette victime entre guillemets était venue dans une classe et avait assassiné 10 personnes, je peux t'assurer que son nom serait encore jusqu'à aujourd'hui gravé pour nous dire voilà quelle horreur mon dieu. Ouais mais pourquoi attendre ça, c'est ça la question, c'est qu'il faut toujours attendre des drames pour réagir, on n'est pas dans la prévention, on est dans les conséquences quoi, c'est toujours le même problème. Alors on me dit aussi alors je suis belge ayant habité en France, un certain moment étant petit, j'ai pu donc côtoyer certaines écoles françaises et je peux vous rassurer sur le niveau des programmes comparé à ceux des écoles en Belgique qui sont catastrophiques. Bon bah il nous arrange pas le cas de la Belgique, il nous explique qu'en Belgique c'est pire, c'est anomalie systémique. Un peu comme les routes. Voilà, donc effectivement, oui, comme les routes belges, les Belges, voilà quoi. Bon bah on va faire la deuxième petite pause dont pas il se calme. Pourquoi je me calmerai, j'ai pas de problème mon cher Espérance, c'est une nouvelle en plus. Qu'est-ce qu'il y a parce qu'il y a plein de nouveaux en anglais. Les nouveaux on va vous mettre dans le chat nouveau, vous allez voir, ça va pas tarder ça. Voilà. Donc lâchez-vous, le chat est ouvert. Bah oui justement le chat, voilà, on me dit Arwan te passe, c'est l'heure de la poster. Effectivement ils sont habitués, ils sont réglés comme des horloges suisses. Voilà. Ils sont réglés comme des horloges suisses. Donc on va faire la petite pause et voilà, la régie elle est prête et puis on revient juste après. À vous la régie. Alors vous avez remarqué que le chat question est apparu, donc on va pouvoir prendre certaines questions, mais bon depuis tout à l'heure on en prend quand même. Alors on me dit par exemple, pourquoi pas une note sur le comportement plutôt qu'une appréciation qui ne compte pas plus que ça? C'est vrai, on n'a pas réfléchi, c'est vrai, une note qui implique quoi, une vraie note. Ça pourrait être effectivement intéressant à mettre en place dans les établissements scolaires, pour que ça ait une influence aussi en fait. Que c'est une influence, que ça serve à quelque chose. Ouais, tout à fait, ça pourrait être une idée effectivement. On me dit, alors il y a pas mal de réactions, on me dit la solution harcèlement ne serait-il pas de confronter harceleurs et harcelés, de les punir ensemble et de les obliger à passer du temps ensemble afin qu'ils créent une forme de respect mutuel et que le problème se désamorce de lui-même. C'est Black Swinder. Voilà. Ouais, effectivement, c'est difficile quoi. Enfin, toi, je sais pas, tu te serais imaginé à l'époque que t'es harceleuse, on va dire. C'est compliqué, c'est effectivement compliqué. Après, c'est un truc un peu radical, quoi. Ça peut tout aussi bien s'entretuer radicalement aussi, quoi. Mais c'est... parce que là, ça peut s'entretuer comme tu dis. En tout cas, jolie initiative. Alors, on me dit aussi, est-ce que la pratique des arts martiaux ou les sports de combat obligatoires à l'école ne pourrait-il pas régler le problème, le respect mutuel faisant partie de l'apprentissage? C'est pas Patrol qui dit ça, c'est intéressant. Non, c'est intéressant. Enfin, je pense, ça a déjà été un peu soumis, tout à l'heure dans le discours. Je pense que oui, effectivement, parce que c'est des disciplines où effectivement on apprend le respect. Voilà. Et effectivement, si c'était mis en place dans les établissements scolaires, ça pourrait permettre d'enrayer ce phénomène, ne serait-ce que déjà pour se défouler. En fait, ça peut être aussi un moyen de se défouler. Et du coup, ta rage ou ta souffrance que tu as à l'intérieur de toi, tu vas pas la mettre sur l'autre, mais tu vas la mettre dans tel sport, dans telle discipline où tu vas te donner à fond. Toute cette énergie-là, comme ça, tu la ferais passer dedans. C'est ça, complètement. Alors, on me dit, est-ce que le comportement et le caractère des parents ne seraient-ils pas les fautifs de la bonne éducation et de la bonne mentalité des enfants? Et c'est vrai, qu'est-ce que les parents, on ne peut pas les disculper, quoi. Ils n'ont pas un rôle primordial quand même. Ce sont les plus que l'éducation nationale, avant l'éducation nationale. C'est l'éducation des parents qui prime avant tout, effectivement. Et... moi c'était ça, en fait, par mes parents, j'ai été éduquée à des valeurs en fait, c'est-à-dire la tolérance, le respect de l'autre, etc. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas su me défendre, parce qu'en fait je savais pas du tout, pour moi j'étais un peu dans un monde un peu idéal, on va dire, jusqu'à 10 ans, dans un monde où tout était bien, tout le monde était gentil, etc. Et quand je me suis confrontée justement à mon entrée au collège à cette violence gratuite,
au fait que voilà, ça puisse exister simplement, quoi, cette violence gratuite, cette cruauté, tout ça. Bah, ça a été dur à encaisser en fait. Voilà, c'est pour ça aussi que j'ai pas eu les armes à ce moment-là pour me défendre, parce que personne m'avait dit que ça existait, quoi. Personne m'avait dit que c'était la jungle, que ça pouvait être la jungle, que c'était la loi du plus fort, tout ça. Et du coup, j'avais pas les armes pour me défendre en fait. Ouais, c'est ça, on se retrouve complètement démunis. Démunis, totalement, ouais, c'est ça en fait la difficulté, ouais. On me dit d'ailleurs, on nous parle de droits des homos, bi, trans, voyage sur Mars et autres choix à l'école, alors qu'il serait nécessaire de parler de paix, dialogue, amour et joie au présent en pratique quotidienne. Au lieu de ça, ce sont les viols, blessures et raquettes qui se multiplient sans heurts. La violence appelle la violence. Pourquoi ne pas instaurer des instants de parole pour que chacun puisse s'exprimer, livrer son ressenti, que cela devienne normal et que les choses profondes se disent enfin ? C'est très vrai, c'est très vrai. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans certaines, justement, pédagogies un peu nouvelles. Enfin voilà, s'il y a des gens comme des temps comme ça de partage où chacun peut dire ce qu'il a à dire, où on peut régler aussi des conflits s'il y a besoin de régler des conflits, c'est des temps qui sont essentiels et qui, effectivement... Parce que ça aurait, toi, par exemple, on peut penser que dans ton cas, ça aurait pu t'aider. Imaginons une séance où il y aurait tout le monde, et tout d'un coup, toi, tu te livres à tout le monde, et puis tout le monde prie, on va dire, un témoin de son droit, de sa... Si j'avais eu cette possibilité, ouais, je l'aurais fait. Donc effectivement, c'est des temps qui sont essentiels, qui devraient faire entièrement partie des plannings des élèves, mais c'est pas, enfin, on est loin de là, quoi. C'est-à-dire, c'est pas du tout le cas. Ils ont mis des heures de vie de classe. C'est quelque chose qui est apparu. Enfin, moi, il n'y avait pas ça à mon époque, mais vie de classe, où c'est censé justement permettre de donner la parole, mais souvent c'est des heures qui soit passent à l'as, soit ne sont pas sur des choses essentielles, en fait, quoi. D'accord. Parce que s'il parle de Nabila dans le vie de classe, on me demande si tu connais le travail de Franck Lepage sur l'école et l'éducation populaire. J'en ai entendu parler, mais voilà, enfin, je peux pas trop me prononcer là-dessus. Enfin, effectivement, j'en ai entendu parler, hein, ça m'est pas inconnu, mais je connais pas exactement. Mais, enfin, ouais, en tout cas, on t'invite à t'y intéresser, c'est très intéressant. Ouais. Alors, on me dit, y a-t-il une relation entre le nombre d'élèves par classe et le nombre de harcèlements ? C'est vrai ça, est-ce que c'est une corrélation entre la taille de la classe et le harcèlement? Est-ce que plus il y a une grande classe, plus c'est facile, ou plus il y a une petite classe, plus c'est difficile? C'est dur à dire, je suis pas sûre qu'il y ait vraiment des règles. Je pense que s'il y a moins d'élèves dans la classe, ça permet qu'il y ait moins de harcèlement, parce qu'il y a plus de vigilance en fait. Quand tu as 40 élèves dans la classe, tu peux pas regarder partout. Quand tu as 15, par exemple 15 ou 20 élèves, tu peux déjà faire plus attention, être plus attentif en fait. Mais après, ce phénomène de harcèlement, enfin, selon les enquêtes, touche 10% d'élèves en France en fait. Ça peut correspondre à 3 élèves par Il y a combien par classe, ça représente combien d'élèves en tout en France, plus de 1 200 000. Enfin, environ 1 200 000. Ça fait 120 000 personnes. Enfin, il y a 1 200 000 victimes de harcèlement chaque année. 1 million de victimes. Oui, par an, parce que ça correspond à 10% des élèves scolarisés en fait. Ah, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est un vrai fait. C'est énorme avec les conséquences qu'on connaît et tout ça. C'est énorme. Oui, tout à fait. Alors on me dit, le problème ne met-il pas en avant le fait que les sociétés humaines doivent s'organiser en petits groupes, ce qui permet un grand respect entre les individus et un pouvoir plus fort de la hiérarchisation par l'âge, respect des anciens. C'est Nico et Clara. Oui, bah oui, tout à fait, ouais, ça pourrait être effectivement une vie en communauté. C'est une petite, les vies en communauté, on les trouve plus humaines. Quoi. Ouais, mais je pense aussi effectivement que tout à fait. Ouais. Alors, il y a une question, Patriote 3000, c'est une question quand même pour toi. On me dit, selon vous, le rap de Caris et Booba et d'autres, n'est-il pas également un vecteur de violence chez les collégiens ou lycéens? Si, bien sûr, c'est des rap, comme ça, qui véhiculent de la violence, c'est des trucs aussi gratuits, hein, c'est des choses, voilà. Ouais, parce que ça encourage un peu tout ce rap qui vit, vas-y, attaque-le, vas-y, attaque-le. Et d'ailleurs, c'est effectivement le rap qui passe sur les chaînes, c'est ce qui passe. Mis en avant. Voilà, parce que le rap engagé conscient, si t'es connaisseur, tu vas trouver, il y en a qui sont exceptionnels, qui ont des messages à faire passer, que je connais, qui sont super, mais si t'es conditionné par le système et que tu t'intéresses pas, t'écoutes Skyrock ou t'écoutes des trucs comme ça, tu vas tomber sur du rap des fois parfois sans message, et effectivement même avec des messages violents, de haine, et qui poussent à la violence. Complètement.
Alors on me dit, enseigner et pratiquer la méditation dès le plus jeune âge dans les écoles serait également une très bonne chose. Les problèmes relationnels, le stress, la violence diminueraient énormément. C'est vrai qu'on a peur de ça, c'est Émilie, tiens, on passe le bonjour à Émilie, mais c'est vrai que ces questions-là, elles font peur un peu presque d'enseigner voilà, la méditation, ce genre de choses, de spiritualité, puisque je sais pas, bon, quand on a Vincent Payon, c'est vrai qu'il dit qu'il veut enlever Dieu du cœur des enfants, ça lui ferait peur des cours de méditation. C'est pas du tout dans les mœurs, quoi, effectivement, mais ça pourrait calmer les gens, c'est vrai que les élèves sont... Ça pourrait être effectivement quelque chose qui pourrait... Une source d'apaisement, il n'y a pas de moment d'apaisement dans l'école. Il n'y a rien, il n'y a aucun moment. Il n'y a même pas de salle commune, des fois, enfin, c'est très compliqué. Non, c'est vrai qu'effectivement, ce genre de choses pourrait endiguer ce phénomène, quoi. Simplement des temps calmes, voilà. Les jeunes ont besoin de ça en plus, quoi. On me dit, aujourd'hui, as-tu conscience que finalement ton chemin de ta vie t'a amené à un niveau de pensée, d'éveil que tu n'aurais peut-être jamais atteint en étant dans le moule de tes bourreaux? Tu n'aurais sûrement pas fait le même travail auprès des enfants et des ados, et qui sait combien de vies as-tu soulagé par ton expérience et ta présence? Merci, c'est fort, mais effectivement, c'est clair. C'est clair que toute cette épreuve que j'ai vécue pendant ces 4 années, avec les conséquences que ça a pu avoir, ça fait celle que je suis aujourd'hui, en fait, j'ai envie de dire. Et effectivement, enfin, si j'avais pas traversé cette période, je serais pas là aujourd'hui à intervenir dans les établissements scolaires. C'est-à-dire que ça t'a aussi forgé pour le combat, quoi, quelque part. Complètement. Enfin, maintenant, une fois qu'on a ouvert la parole par rapport à ça, pendant 15 ans, j'ai fermé la bouche. 10 ans, enfin je sais pas exactement combien d'années, mais une fois qu'on l'a ouverte, on peut plus se taire après, c'est-à-dire faut dénoncer, il faut dire ce qui se passe, parce que c'est trop grave, quoi, c'est ça, ouais, effectivement, c'est sûr que ça m'a forgé ce que je suis aujourd'hui, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on me dit aussi pourquoi ne pas tenter... pourquoi ne pas tenter le modèle espagnol avec les cours de matin et activités sportives ou culturelles l'après-midi? C'est Jules FK. Peut-être bien, on nous en parle souvent. Alors je sais que dans comment on appelle ça, cette espèce de nouvelle organisation. Oui, la réforme scolaire. La réforme des temps scolaires. On a voulu initier un peu cette méthode de rajouter des activités, mais semble-t-il, ce serait corrélé en fait on va dire aux moyens de l'école, c'est-à-dire des écoles qui ont les moyens et d'autres qui n'ont pas. En fait, c'est un truc assez, ils ont fait tout je sais pas combien ils ont dépensé de millions d'euros là-dedans dans cette réforme. Ils ont fait tout un plan comme ça, mais en fait, effectivement, jusqu'à présent, l'impact, personne n'était trop d'accord pour ça. C'est-à-dire les instituts, les professeurs, les instituts n'étaient pas trop d'accord, les parents non plus, ils ont mis ça en place quand même. Ce qui se passe, c'est que c'est juste, les élèves en fait finissent 1 heure plus tôt la journée en fait, et sont censés avoir des activités pendant 7 heures, mais en fait pour l'instant c'est pas du tout mis en place, quoi. C'est-à-dire que les intervenants qui organisent ces activités durant 7 heures déjà ne sont pas forcément formés pour être avec des enfants. C'est compliqué en fait. Ça a vraiment mis un peu une sorte de mini-milo très complexe. Et de plus, les enfants ont classe maintenant 5 matinées par semaine, donc ils sont fatigués. Avant ils pouvaient se reposer le mercredi, maintenant ils peuvent même plus, donc il y a plein d'élèves en fait que les parents mettent même pas à l'école ce jour-là, parce que les enfants sont crevés sinon à la fin de la semaine. Et du coup, je vois pas trop l'intérêt de cette réforme en fait, telle qu'elle a été mise en place. J'ai du mal à comprendre. Nous aussi, on a des parents dans l'équipe qui sont très perturbés par ces changements de rythme. C'est vraiment il y aurait d'autres priorités pour moi que cette réforme. C'est vraiment faire les choses pour faire, mais sans tenir compte de l'intérêt de l'enfant, quoi. Alors on me dit aussi, que pensez-vous de ceux qui disent que les enfants prennent pour cible en priorité les enfants qui ont une mauvaise relation avec leurs parents? Tiens, c'est Ophélie Malher qui dit ça. Ah bon, tu as déjà entendu cette théorie? J'avais pas du tout entendu, jamais entendu ce son de cloche, mais qui aurait des mauvaises relations avec leurs parents. Ouais. Que les enfants les prendraient pour cible en priorité. J'ai jamais entendu ça. Peut-être que c'est peut-être une réalité, hein, mais en tout cas dans les témoignages que je peux avoir, je sais pas sur quoi s'appuie le métanote, mais ouais. Bon. On me dit aussi, alors la télévision joue également un rôle très important, les dessins animés violents, Koh-Lanta, où on s'en prend ouvertement un candidat, etc. Ça va rajouter à la Starac Secret Story, on se tape dans la caméra. Vous avez un sacré mélange détonnant. C'est Poupetto. Il a raison, c'est vrai que la télévision elle joue un rôle énorme. Alors là, je le rejoins complètement. C'est la courroie de transmission de toutes les télévision, mais c'est une horreur. C'est-à-dire les jeunes, les gamins maintenant qui sont mis très tôt devant la télé, à 2 ans, 3 ans, effectivement, les dessins animés
sont de plus en plus, n'ont aucun sens en fait, c'est-à-dire, il n'y a pas de valeurs qui sont véhiculées là-dedans, c'est complètement violent et absurde. Entre les clips vidéo qui sont aussi extrêmement violents, les téléréalités qui sont complètement, on a l'impression que c'est celui qui va dire le plus de débilité qui est mis en avant, le plus de non-valeur, le plus de tout ça. Donc effectivement, tout ça conditionne forcément les jeunes et la société. Et, les jeunes qui sont baignés là-dedans depuis 3 ans jusqu'à 18 ans, ça fera malheureusement des personnes qui seront des robots, quoi, qui seront conditionnés à un mode de système complètement absurde et terrible, quoi.